Bonjour à tous, bienvenue dans l'Interaction. Chaque vendredi midi 30 13h, le point sur notre portefeuille que l'on gère au travers de ce fonds commun de placement du nom d'Interaction, un fonds dont on assure le comité de gestion ici même en direct qui vous permet d'intervenir en posant vos questions via Facebook car nous sommes diffusés chaque vendredi en direct donc sur notre page Facebook, la page de Décideurs TV. À mes côtés, on a le plaisir d'accueillir Agnès Delors. Bonjour Agnès. Bonjour Thomas. Hubert Tassin en face, Bonjour. vous fait face, vous pourrez discuter, échanger comme ça de façon agréable. Et puis Paul Schforer, notre analyste, est également présent. Bonjour Paul. Bonjour. On attaque comme à chaque fois par la partie macro, mais auparavant on a quand même ce petit top flop du CAC. Un petit commentaire peut-être Agnès, sur ce qui s'est illustré cette semaine. On voit bien que ce sont les sociétés de croissance qui se défendent bien cette semaine. Donc on a Sanofi qui s'est bien défendu, donc des valeurs dites chères, mais qui délivrent de la croissance. Donc voilà. Et en revanche, on a un peu le secteur aéronautique, l'industrie qui pèse, puisque les résultats de l'industrie sont toujours en baisse en France. Et puis on a aussi un peu les TMT. Bon. Alors, c'est sur une semaine où ça varie peu. C'est une semaine où l'indice ça peut varier à 0,30 sur le CAC 40 par exemple. On va y revenir en détail au cours de l'émission, mais on va attaquer bien sûr tout de suite celle-ci par notre rubrique consacrée à la macroéconomie. Je vous rappelle que c'est votre émission, vous pouvez interagir et nous poser toutes vos questions. Allez, on passe à la macro. Oui, la tendance macro, merci Hubert. Alors, la parole est à Paul. Oui, on peut dire que cette période, finalement, on est à un mois du Brexit. Et so what ? Et finalement, l'Europe a trinqué. Mais on revient à une forme de stabilisation, on reverra ce point-là. Non, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Non, l'Europe a trinqué très modérément, 2% de baisse des marchés, et on est sur les fameux 4004 qui sont le point de stabilisation après le fameux choc d'août. Alors est-ce à dire qu'il n'y aura pas d'autres vagues, pas d'autres conséquences ? Moi je crois que le point important c'est que les émergents et les États-Unis ont plutôt bien performé dans cette période-là. Et on a eu des ajustements de change, comme on l'avait évoqué, qui ont permis d'enlever une partie de la volatilité et de l'inquiétude qui est venue la levée de l'inquiétude est venue aussi du discours des banques centrales qui sont toutes accommodantes. Moi, je suis toujours plus mesuré sur les émergents, mais je dois reconnaître que l'indice qui a monté, c'est l'indice brésilien, et que la plus forte hausse plus forte hausse sur un mois à la Bourse de Paris, c'est Edenred, qui est une valeur brésilienne, que Sodexo monte aussi. C'est donc le moins pire chez les émergents est déjà considéré comme un mieux. Et puis on attend, là, on va voir le PIB américain, mais on a l'impression que le cycle américain ne stoppe pas. Et quant au fameux cycle de la zone euro, on nous dit c'est 0,1 par an de baisse du PIB à cause du Brexit, c'est-à-dire la largeur du trait. Ouais. Mais Agnès, quand même... Mais le Brésil, pourquoi le Brésil ? Parce qu'on se prépare pour les JO. Donc, je ne sais pas. Donc voilà, je pense... Non, mais le Brésil est moins dangereux que la Chine. Mais rien n'est réglé sur le Brésil actuellement. Sur la Chine, la bonne nouvelle, c'est que finalement, la dévaluation, elle est très, 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 très progressive. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, ceci dit, Paul, on a l'impression que le Brexit s'est passé comme une lettre à la poste. Est-ce que tout est fini pour Non. Il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que le risque géopolitique... Le risque politique, il n'existait pas en Europe, du point de vue de tout le monde. Et d'un seul coup, il est devenu une réalité. Ouais, mais il y a une réalité. Et on l'a eu à travers la Turquie. Voilà. On l'a eu. Enfin, c'est quand même, et la Turquie, c'est pas un petit pays, c'est plus d'habitants que l'Angleterre. Donc fondamentalement, il s'est vraiment passé des choses qui vont se retrouver dans la logique du temps long qui a un peu disparu des marchés. Le fait, à mon avis, notable, c'est que les marchés, rien ne fiche. Il y a eu le Brexit, c'est ce qui pourrait être pire. Il y a des attentats, c'est ce qui pourrait être pire. Il y a la Turquie, c'est ce qui pourrait être pire. Maintenant, on va avoir des bons sondages pour Trump. Et bien alors, les banques centrales sont là. Mais quel est le problème ? Sur Trump, on pourra revoir, effectivement, il y a un effet de court terme négatif, mais peut-être qu'à long terme, c'est beaucoup plus satisfaisant. Mais là, pour moi, ce qui me paraît important, c'est que finalement, on a eu très peur sur les banques.
Et on a raison. Pourquoi c'est satisfaisant? On a raison d'avoir peur sur les banques, parce que les banques, on n'a encore rien vu. Pourquoi, alors, juste avant de parler des banques, Trump, pourquoi ça pourrait être satisfaisant à long terme? Parce que finalement, aujourd'hui, on voit bien qu'aux États-Unis, dans les chiffres qui sont publiés, il y a un petit essoufflement de l'investissement immobilier, donc de l'investissement privé. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens d'avoir un relais de l'investissement, qui est un investissement de long terme en infrastructure et autres. Ce qui est d'ailleurs l'enjeu majeur partout. Donc le fait de se recentrer sur soi-même pourrait relancer ça. Et je pense que Trump est quelqu'un qui est de nature à relancer ça, parce qu'on oublie par exemple Puis qu'en France... il aime bien faire des tours, de toute façon, par construction presque. Si on prend l'Europe, le plan Juncker est un plan qui fait 315 milliards en 3 ans, et si on prend l'impact des investissements cette année en France, c'est quand même 0,7% du PIB, enfin de la croissance du PIB qui va y avoir dans les chiffres en 2016. On l'oublie largement, mais c'est quand même une donnée très importante. Oui. Il ne faut pas oublier une chose quand même, avec ces histoires d'attentats, ces histoires de Brexit, etc. Le point bas de la bourse de l'économie a été touché par exemple le 11 septembre 2001, puisque derrière, on investit. Alors on investit en dépenses publiques, on investit, les banques centrales investissent. Donc le pire, on a l'impression que le pire ne peut pas nous arriver. Il y a un pessimisme formidable sur les marchés. Donc je crois que les risques sont en train de s'éliminer. C'est assez étonnant. Alors vous allez me dire, il y a un risque formidable, mais Wall Street est à un cours record, et ça c'est quand même le gros problème. 0% de hausse des bénéfices cette année, et un peu 18, hein, Agnès. Oui, moi je suis un peu plus sceptique par rapport à votre débat. Vous représentez les marchés. Voilà, moi je représente les marchés. Je pense que pour revenir sur les banques centrales, je pense qu'elles arrivent à court de nouvelles solutions pour l'instant à court terme. Donc c'est toujours d'injecter des liquidités, et pour l'instant ça ne délivre pas, je dirais, au point de vue... Sauf de la bourse, ça délivre de la hausse des actifs. Oui, mais pour l'instant je pense que comme il n'y a rien de nouveau sur les marchés, c'est-à-dire on a fait ce rebond technique, et que comme vous dites, Wall Street nous tient aussi, mais au moins dérapage. Puis il ne faut pas oublier que l'indice américain est très peu composé de bancaires. Donc, mais les banques, on n'a rien vu. Non. les banques... Personnellement, vous savez que les banques, les compagnies d'assurance, je pense que ça ne peut pas être un vecteur boursier, sauf exception, Wells Fargo. Oui, elles n'ont plus le même impact et le même poids dans l'indice CAC 40, de toute manière. Chaque jour, elles en ont moins. Chaque semaine, elles en ont moins. Quand je vois qu'il y a quand même une dégradation du sentiment des investisseurs en Allemagne, on a eu notamment aussi l'indice, on a vu un ralentissement de la croissance, je dirais, dans les petits pays européens, notamment l'Espagne et l'Italie, est en train de souffrir. On a le bloc France-Allemagne qui se défend bien, surtout l'Allemagne. Surtout la France, à cause des dépenses publiques et à cause de la consommation. Oui, donc voilà, mais du coup, voilà. Donc moi, je suis un peu plus sceptique. Sur les banques. Alors moi, je n'allais pas parler des banques, mais j'allais dire simplement que ce Brexit a imposé, c'est que le consommateur, donc celui qui vote, celui qui est un consommateur, doit être considéré et doit trouver son intérêt. Et je pense que ça refocus l'ensemble des institutions sur le fait de faire en sorte que les résultats des différents votes qu'il va y avoir, parce que des consultations, on en a quand même une série dans les 18 mois qui viennent qui terminent par l'Allemagne, on a la Russie, on a l'Italie, on a la Hongrie là très prochainement, c'est des choses qui vont obligatoirement amener à des modifications de la doctrine. En tout cas au souhait de faire en sorte que les résultats de ces élections, le bénéfice de travail qui est fait par les institutions européennes, soit quelque chose qui soit visible et que ça se traduise dans les élections. Ça, c'est une tendance de fond, c'est-à-dire prendre en compte les peuples qui sont de plus en plus écartelés entre ceux qui lâchent, qui ne suivent pas, et le sentiment il faut faire respirer les économies. Le problème, c'est que le vote anglais, c'est pas un vote où ils veulent faire respirer leur économie. Alors le grand risque de l'automne, c'est le vote italien quand même. Parce que le vote italien, si l'Italie dit non à ce gouvernement, c'est qu'elle dit vraiment non à l'Europe, c'est que l'Europe devra vraiment se réformer, et qu'elle n'est pas prête à le faire. Hubert, faire respirer l'économie. C'est baisser les impôts. C'est tout. Est-ce que c'est ça le point, ou est-ce que c'est et la réglementation, une partie de la population qui se sent en marge de la mondialisation? Elle n'est pas en marge, elle l'est. Elle en est le elle en est. Alors, c'est beaucoup plus important en Angleterre, bien entendu, avec leur système de classe sociale, le pays presque le mieux adapté, c'est la France et l'Italie. C'est le modèle français et italien où il n'y a pas de petite classe. Il y a une grosse classe moyenne, mais les classes pauvres ne sont pas là. En plus, et ce que dit Paul, finalement, c'est que cette prise en compte de ces populations déclassées va devenir centrale et va avoir des tendances de fond, donc y compris sur l'investissement, parce que les politiques vont en tenir compte. Et je crois que Trump
a des résultats parce que justement il a compris c'est ça, et c'est ce qu'il réintroduit dans le débat. La fin de l'establishment à la Clinton. Voilà. Ok. Oui, on a tué Blair, c'est-à-dire la City. Les électeurs ont voulu tuer Blair, et est-ce qu'ils vont le voir tuer Clinton, qui sont les deux de la révolution et de la fin de la libération des banques. Juste un mot sur Theresa May, parce que c'est assez marrant. Theresa, Angela, deux prénoms A, elles ont toutes les deux 60 ans, fille de pasteur, pas d'enfants. Enfin, il y a des points communs incroyables. Les femmes sont au pouvoir. Theresa, c'est une vraie anglaise, qui a regardé ses dents. On sait que c'est une vraie anglaise. Pas de critique sur le physique. Non, c'est pas une critique, c'est une constatation. Bon, en tout cas, au-delà de ça, les banques, l'Italie. Est-ce que on a intitulé l'émission "L'Italie va-t-elle faire sauter la banque"? C'est un sujet dont on parle. La Cour de justice européenne a rendu un avis qui est intéressant cette semaine, puisqu'elle a dit qu'effectivement, elle acceptait très bien l'idée qu'on devait faire d'abord payer le capital, donc les actionnaires, ensuite la dette junior, c'est-à-dire la dette subordonnée et tout un ensemble de titres non garantis, avant que l'État ne puisse intervenir. Et c'est ce qui rend complexe le traitement du dossier italien. Parce que finalement, la solution historique dans les pays latins, c'est de dire c'est l'État qui pourvoit pour éviter que la population ne paye. Et vu qu'il y a des élections, c'est un sujet qui devient intéressant. Alors, il y a eu des déclarations de JP Morgan sur le sujet. Je crois que tout va se tourner autour du fonds Atalante. Il va falloir trouver quelque chose d'original. Soit ça n'arrive pas et il faut de la pression, et donc on aura des moments de catharsis. Et là, je rejoins complètement le point de vue d'Agnès qui dit c'est pas fini. Soit on a effectivement une voie intelligente qui est trouvée, et à partir de ce moment-là, on aura un peu plus d'euphorie, en Europe en particulier, qui est très en retard. On revient un peu toujours au même dossier, c'est qu'on va avoir un dossier très politique et qui va créer des remous, des soubresauts, qui va tordre finalement le bras à ce qui était prévu, à la règle. Non, mais le dossier très politique, il va être aussi en Allemagne. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un système bancaire extrêmement fragile en Allemagne. Et on n'imagine pas ça, puisque en France, au contraire, on a les banques les plus solides. Donc on pourrait avoir un deal allemand, allemand-italien. Allemand-italien, ils n'ont pas les mêmes problèmes, mais ils ont tous les deux des systèmes bancaires un peu compliqués. Et c'est même d'ailleurs là que réside peut-être l'espoir. Bon, donc l'Europe se construit toujours. Allez, on enchaîne avec notre tableau de bord. Bon, pas de déflation. Non, alors on ne va pas enchaîner avec notre tableau de bord, on a oublié, mais parce qu'on se fait prendre par la conversation. Pardon, j'espère que Zoé arrive à suivre. Voilà, les tops, les flops et les bien-aimés de l'Europe. Voilà, en fait, l'idée c'était de faire le point par rapport au Brexit, des secteurs qui ont monté et des secteurs qui ont baissé, c'est-à-dire ceux qui ont surperformé et ceux qui ont sous-performé. Et on voit que les tendances affirmées depuis le début de l'année, la finance qui baisse et le pétrole et les matières premières, les ressources de base qui montent, c'est confirmé. Et on voit par ailleurs que effectivement, il y a eu dans un premier temps une divergence très forte et qu'elle est en train de se réduire dans la période actuelle avec la stabilisation des inquiétudes. Donc ça, c'était le point qui me paraissait important en termes de secteur. Sinon, et puis le deuxième point, c'était justement les niveaux mêmes. Je trouve intéressant de regarder que le CAC est aujourd'hui à peu près dans le même cercle que celui qu'on a eu fin de l'année 2014 et finalement au début de l'année. Et à chaque fois, c'était la peur de la déflation. Alors la grande différence qu'il y a entre aujourd'hui et ces deux précédents épisodes, c'est que l'ensemble des marchés avaient été contaminés et tous les marchés américains, japonais, émergents étaient tous affectés. Là, cette fois-ci, ils ne le sont pas, ce qui veut dire qu'on est sur quelque chose qui a moins d'ampleur en réalité. Commentaire, Hubert ? Oui, je reviens au secteur. Il faut voir les secteurs, c'est la formation de pommes et le graphe précédent est bon, mais on a aussi beaucoup trié les résultats. Si vous regardez depuis un mois, la quatrième hausse, c'est Hermès. Et donc, on voit bien, quand on est bon, on est salué. Et puis alors, une forte recherche de tout ce qui tourne autour de l'investissement. Alors, on en a plein, des Atos, des Alten, des Altran, etc. Et ça, quand on descend quand on descend les palmarès, c'est ça qui frappe, avec de l'autre côté, comme on l'a dit, les banques. Et puis, ce qui est touché directement par le Brexit, la plus forte baisse, c'est Europcar, 25% du chiffre d'affaires en Angleterre. La troisième, c'est Au-Tunnel. Mais par exemple, alors que le consommateur tient, Pernod monte, TF1 se casse sérieusement la figure. On peut dire 20% en un mois, c'est quand même beaucoup.
Agnès, un commentaire sur ces graphiques pour clore ce chapitre Non, mais je suis d'accord avec Paul, tout à fait. Cette dimension risque déflationniste c'est toujours notre thème, et donc pour l'instant, c'est l'intervention des banques centrales. On l'a vu avec le Japon, notamment le rebond du Japon avec les nouvelles mesures d'Abe qui veut tout faire pour relancer notamment son économie. Voilà. Mais une banque centrale qui est l'inverse, dit j'y vais mollo parce que je veux en garder sous le pied, donc c'est pas simple. Hein. Et Agnès pointe la décision de la Banque centrale japonaise. Il y a eu quand même la réélection, la confirmation. Le Sénat, et surtout l'enrichissement de la majorité de Abe, qui est quelque chose d'important parce que ça va peut-être permettre de dégager la troisième flèche qu'on attend désespérément depuis maintenant quelques... C'est-à-dire les réformes structurelles dans un pays qui est vieux et raciste, ce qui est très compliqué. Allez, on arrive enfin à ce fameux tableau de bord que je vous promettais. Voilà donc notre tableau de bord avec les feux qui bougent dans le bon sens du côté de la version au risque. Non, qui se dégrade sur la version risque, puisqu'en fait... moi je vois pas la flèche dans ce sens-là. Il y a Non, c'est parce qu'en fait, nous avons en premier la date du 11 juillet et en deuxième la date du 18. Donc en fait, on sait... oui, c'est effectivement, d'accord. Voilà, ça se dégrade. On parlait de la troisième flèche. Voilà. Celle-là n'a pas été Et bien celle-là n'a pas été décochée dans le bon sens. Légère détérioration en fait de la version risque, mais un marché qui a peut-être un peu trop d'optimistes, et c'est pour ça que je vous ai amené un graphe qui est celui j'ai voulu faire un focus là-dessus, et un graphe avec une échelle bien plus courte. On voit qu'aujourd'hui il y a un peu d'euphorie finalement dans les marchés, c'est-à-dire que cet indicateur identifie la demande de support risqué par rapport à la demande de support non risqué et plus défensif. Quand on est dans le bas du graphe, cela veut dire que l'on achète essentiellement des supports peu risqués. Quand on est dans le haut du graphe, c'est qu'on est prêt à prendre du risque. Ça, c'est à l'échelle mondiale ou en Europe ? Ça, c'est à l'échelle mondiale. D'accord. D'où le haut de Wall Street, d'où le record de Wall Street. D'où le record de Wall Street, mais quand vous devez payer pour prêter à la Suisse à 50 ans, évidemment, ça ne vous incite pas beaucoup à acheter des obligations. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est quand même étonnant dans ce contexte que l'Europe ne soit pas plus haut. Justement, c'est un manque de confiance. C'est parce qu'il n'y a pas de visibilité. Et c'est ça, c'est un manque de confiance d'une part. Et ce qu'on voit, autant l'année 2015, on a vu un très beau premier trimestre où on voyait vraiment le désengagement du marché obligataire qui venait acheter du risque, notamment des actions. En revanche, depuis le début de l'année 2016, on a surtout des sorties de capitaux sur le marché obligataire, mais qui ne réinvestit pas sur les actifs risqués. On est en cash puisque l'obligation rapporte du négatif et les gens ont peur de la volatilité. Oui, mais c'est surtout qui est revenu. Et tous les problèmes géopolitiques qu'on a en Europe cette année. Et on les aura durablement. La raison d'ailleurs pour laquelle on est calé sur le mode 3 en ce moment, qui paraît un peu effrayant, tellement c'est long. Qui est gris. On est dans un schéma où finalement les résultats microéconomiques se sont dégradés énormément. Toujours, oui. On a un arrêt de la dégradation et on a finalement moins de révisions à la baisse. Et il faut que ça se confirme pour qu'effectivement on retrouve le meilleur temps. On ne fait pas en Europe ce qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réévaluation des multiples. On attend quand même des résultats pour justifier les multiples, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, on est dans des multiples très élevés. Et puis sur le long terme, finalement en Europe, on n'a quand même pas retrouvé les niveaux qu'on avait les niveaux de bénéfices avant la crise des subprimes, alors qu'aux États-Unis, notamment à cause du poids évidemment des bancaires, etc. Voilà. Allez, on enchaîne avec la partie performance. On découvre cette performance avec un commentaire d'Agnès. Alors sur la semaine, donc on s'est légèrement défendu par rapport à notre indice de CAC 40, mais en revanche depuis le début de l'année, on a aggravé notre spread et notamment c'est surtout le rebond du marché depuis 15 jours qui a été surtout
pris par les valeurs cycliques, et notamment l'automobile, les banques où on n'est pas du tout présent, nous pénalisent. Et puis surtout aussi, comme on a vu, la hausse de Sanofi qui représente 10% de l'indice CAC 40, donc qui nous pénalise également. Bon, donc voilà le portefeuille d'un point de vue sectoriel. Et sur les variations de la semaine. Alors sur les variations de la semaine, on voit notamment tout le secteur technologique qui se défend très bien, notamment grâce à la publication de SAP qui nous a bien surpris, enfin qui a surpris notamment le marché et qui a boosté tout le secteur technologique. SAP a surtout réussi à faire une hausse des prix de ses licences qui n'étaient pas du tout pricées par le marché. Bon, donc ça, c'était une bonne news. Un secteur qui est porté par la transition numérique. Hein, oui, SAP, Dassault Systèmes publie un chiffre d'affaires de 9 à 10%. Quand on a une marge de 30%, c'est comme SAP. C'est dans les 4 leaders mondiaux avec Microsoft. Qui a publié aussi des bons résultats. Des marges de luxe, en fait, le groupe de luxe. C'est des marges de groupe de luxe, oui, mais... Oui, c'est des marges de groupe de luxe, sauf que sur les groupes de luxe sur l'année 2016, sur certains titres, elles n'auront plus ces marges-là. Mais moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît assez important, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement, la liquidité, va aussi permettre un investissement dans des structures comme LinkedIn et autres, qui n'étaient pas cotées, et qui se sont retrouvés cotés et qui font apparaître, quand on les achète 26 milliards, comme l'a fait récemment Microsoft, on est dans un schéma où finalement on fait apparaître un résultat qui n'était pas dans nos statistiques et qui devient évident. C'est-à-dire qu'on affiche de la valeur qui n'existait pas, qui était sous le tapis. Exactement. On se met à intégrer dans la partie cotée. Et donc ça rehausse toute la valeur d'autres groupes qui n'étaient pas forcément pris en compte. Tout à fait. Et quand on regarde l'Europe qui est moins pondérée dans ce genre de valeur, dans ces indices, on peut comprendre aussi qu'il y a un petit décalage quand on regarde la structure même des indices. Allez, on va parler encore une fois de toutes ces évolutions dans la dernière partie, celle qui vous intéresse le plus, bien sûr, celle qui est consacrée à la gestion. C'est un jugement de valeur de ma part, mais c'est vrai que c'est plus concret que la macro. C'est pas pour savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre. On a une actualité intéressante cette semaine, c'est le rachat d'ARM par SoftBank. Alors, faut expliquer on en avait parlé un peu, c'est-à-dire quand il y a eu ce Brexit, on s'est dit qu'est-ce qu'il vous faut faire. Donc on a été chercher une liste de sociétés qui avaient des coûts en sterling, en livres sterling, et qui vendaient. Mais on n'avait pas pensé que le plus important, c'est encore la valeur de la société. Cette société, elle a perdu 15% du fait de la monnaie. C'est donc le moment de lancer une OPA dans un secteur qui est quand même pas le secteur le plus facile, le secteur des microprocesseurs. Là, quasiment... ARM gagne 40% la semaine où Intel déçoit. Donc il faut quand même dire... Mais alors ça c'est intéressant parce que en fait c'est chercher le suivant presque. L'idée c'est est-ce qu'il y a d'autres cibles britanniques qui sont devenus vulnérables et qui pourraient profiter... c'est pas si facile mais il y en a. Peut-être, oui. Ce qui est vrai c'est que les variations monétaires d'une monnaie d'un pays aussi important, ça compte. Et c'est un pays transparent. C'est-à-dire que la Chine peut faire varier sa monnaie. De toute façon, c'est pas pour ça qu'on peut investir en Chine autrement que via les autorités. Mais là, c'est quand même un pays qui joue la transparence. Donc c'est effectivement c'est un sujet intéressant. Il faut effectivement peut-être plus creuser sur le Royaume-Uni où on voit pas très bien. Le problème, c'est que la politique a mis du fog, il n'y en a plus à Londres, paraît-il, mais... non, ça fait un moment qu'il n'y en a plus, d'ailleurs, depuis Sherlock Holmes. Bon, allez, on regarde l'historique quand même. Voilà, historique, arbitrage, interaction. Donc, on a fait récemment sur la forte montée de chargeurs. Donc, on continue à prendre quelques profits. Donc voilà, chargeur a gagné 14% depuis nos premiers allègements, mais bon, on reste toujours avec un poids, je dirais, de 1,80 sur le titre. Et puis, on a grosse déception sur Air France, donc on a enfin soldé Air France. Je ne veux plus s'entêter sur un titre. Ça, c'était surtout, en définitive, notamment la Société Générale a abaissé sa recommandation sur le titre, a conservé contre achat, et notamment la Société Générale et la banque de la compagnie. Et Air France, depuis qu'on l'a vendu, a continué à baisser, suite à une alerte sur les résultats de Lufthansa. Et tout le secteur va mal, puisque même les stars comme EasyJet souffrent. Donc, oui, mais à cause du Brexit, là, peut-être plus. Non, à cause des attentats aussi.
Ouais. Ça, c'est... Bon. Donc on est quand même, il y a un vrai sujet. On ne peut pas nier que les attentats ont un impact sur le tourisme. Oui, parce qu'on était parti notamment sur... Les analystes avaient des prévisions assez haussières, notamment sur les compagnies aériennes, sur notamment un retour d'une macroéconomique bonne, solide, et avec notamment, je dirais, des réformes en cours, et notamment au sein d'Air France, sauf qu'on s'est rendu compte que le gouvernement... C'est un métier trop difficile. Le métier de compagnie aérienne est un métier horriblement difficile. Alors, à l'inverse, quand même, ça n'a rien à voir, ou ça a tout à fait à voir, Eurotunnel a publié des données plutôt rassurantes. C'est assez surprenant, des données d'activité. Alors, ils ne vont pas tenir leurs tarifs, puisque forcément, ils ont des tarifs en livres sterling, et ils ne peuvent pas augmenter de 15% comme ça. Mais ce qui veut dire que ce tourisme-là a été moins touché. Les Anglais, ils ont besoin de venir sur le continent, on le sait bien, mais a été moins touché. Et le fret, pour le moment, n'a pas été touché, mais ça, il va être touché, parce que quand même, il va y avoir une légère... On verra les retombées, surtout au troisième trimestre. Ça vous donne pas envie de prendre du Eurotunnel pour autant? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui a retenu votre attention, Hubert? Alors, flopé de résultats. Ça, c'est... flopé de résultats, moi, je trouve, dans l'ensemble, pas trop mauvais. Aux États-Unis, il y a pas mal de résultats qui sont flats. L'exemple, dans la consommation, Starbucks, des choses comme ça. Il y a des résultats qui sont en dessous. On a parlé d'Intel. Et puis, en revanche, les services aux entreprises et la consommation en général sont plutôt bien orientés. C'est la même chose finalement en Europe. En Europe, Unilever est un peu au-dessus de ce qu'on attendait. Hermès est très très au-dessus. Les Deleuze que nous avons en portefeuille, que nous avons toujours en portefeuille, publient des chiffres qui sont absolument canons. Alors, c'est pas celle qui a le plus de levier. Je pense qu'il faut avoir plus de levier sur la consommation à titre personnel. Mais c'est bon. Donc, on a, et puis on a eu, alors la grande surprise, c'est Volkswagen. Alors là, Volkswagen qui publie un résultat qui est bon. Alors, ça ne veut rien dire, mais quand même, c'est important. Bon, je voudrais livrer à votre sagacité un article sur lequel je suis tombé dans The Economist que je trouve assez intéressant. Les grandes marques de consommation, Unilever, Procter ou autres, sont attaquées par des plus petites marques, plus habiles, plus rapides dans les pays émergents. Et une illustration, c'est le rachat par Unilever, justement, $1 milliard de Dollar Shavers Club. Oui. C'est en fait des gens qui ont décidé de vendre des lames de rasoir moins chères via Internet. Il se passe des choses dans ce secteur? Le problème d'Unilever, c'est-à-dire qu'ils ont des marques comme Knorr, etc. Ce sont des marques chères. Donc dans sa consommation. Et Unilever, dans ses résultats, la demande des consommateurs a été globalement faible donc, dans ses résultats. Et la croissance en volume est basse chez Unilever. D'où l'intérêt de rentrer des marques moins chères dans sa structure. Unilever rachète ça, Nestlé a annoncé un achat il y a 3 semaines. Danone, il n'y a pas longtemps. Et même Danone, qui est toujours le mauvais élève par rapport à Nestlé, en général. Ce qui est vrai, c'est que c'est un secteur où le peu d'augmentation des volumes donne beaucoup de marge. Et puis, bon... on gagne beaucoup plus d'argent, c'est pas nouveau en Europe et aux États-Unis que dans les pays émergents, parce qu'il y a les grandes marges. Bon, l'exemple, c'est bien sûr Pernod Ricard. Pernod Ricard, on était catastrophés en disant qu'ils vont arrêter de gagner de l'argent en Chine, mais ils en gagnent tellement plus aux États-Unis qu'on a des bons résultats. Bon, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On regarde le portefeuille là, complet. On l'a pas mal commenté dans les hauts et les bas. Est-ce qu'il y a des choses à arbitrer, à sortir, à rentrer? Non, enfin maintenant qu'on a vendu Air France qui était... non, et je veux juste revenir que sur le secteur automobile, puisque Hubert, c'est sa question. C'est très surprenant ce qui s'est passé. Donc c'est sur Volkswagen, mais en revanche, vous avez vu l'annonce de Peugeot, notamment sur le Brexit. Ils ont l'intention, ils préviennent, donc avec 2 mois d'avance, qu'ils vont ils vont instaurer 2 jours de chômage pour faire face au Brexit. Et l'automobile actuellement, par rapport à d'autres secteurs comme les concessions qui ont réussi à augmenter leurs tarifs donc, pour le mois de juillet, le secteur automobile pour l'instant n'arrive pas à augmenter ses prix. C'est pour même donc, voilà. ça, ce que se paye pas le même prix. Non, mais c'est un secteur qui est pénalisé. C'est un secteur très compliqué. Alors aujourd'hui, la seule chose, c'est qu'on a des valorisations, et notamment de Peugeot, qui
qui sont extrêmement basses. Alors évidemment, acheter du Daimler est une autre solution, mais on a des variations qui sont très basses. Non, moi mon sentiment sur le portefeuille, c'est toujours le même. C'est d'abord, on garde des financières, et à mon avis, toute financière est mauvaise. Donc vous seriez pour sortir complètement non, il n'y a pas le feu, mais on a du Score et de l'Alliance, on n'a plus d'AXA, et on n'a pas du tout de banque française, qui sont pourtant les plus solides, les plus solides qui soient. Donc, mais là, on n'a pas d'autre alors banque. sur ce point, parce que allons. On n'a pas de banque du tout. Oui. Pardon, Oui, on n'a pas du tout de banque. Vidons la querelle. Alliance Score. Mais on a vu quand même pour l'instant, quand le marché a rebondi, je dirais, gardons un peu de risque et d'effet de levier, notamment sur l'assurance. Donc un côté, c'est des valeurs cycliques. Poursuivre l'indice et pas être décollé de l'indice. Est-ce que c'est Non, pas ça Alliance, aussi, c'est bien défendu, je dirais, à nettement moins baissé que AXA. Et comme je disais, elle a la partie assurance, je dirais santé, contrat santé, qui défend bien Alliance. Bon, on n'y touche voilà. pas. Et puis, on se focalise sur quelque chose qui représente quand même aujourd'hui une poche très 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 faible de... oui, mais bon, c'est 7%. Ça, c'est le premier point. Oui, ça nous a pénalisé, oui, mais Hubert a raison. Non, j'insiste, mais parce que je pense que aujourd'hui, finalement, une grande partie des décisions ont déjà été prises par rapport au raisonnement qu'on tient. Voilà. Et on est dans la fin de ce choix-là. Je prolonge. Le deuxième, c'est que j'ai le sentiment qu'on n'est pas assez exposé, je le dis toujours, à la consommation. On est exposé à une consommation sur des valeurs les plus défensives. Carrefour et Deleuze, qui sont des stars, sont beaucoup plus défensives. Même que Nestlé, on n'a pas de Nestlé, on n'a pas de Danone, on n'a pas de Unilever. Qu'est-ce qui serait plus offensif Non, mais on n'a pas de Pernod Ricard. Toutes ces valeurs-là, attention, il faudrait en avoir. Unilever, on en a eu. Et depuis, on l'a vendu. Depuis, je dirais, elle n'a pas fait grand-chose. Oui, donc, et ces résultats ne portent pas encore. Il faudrait avoir des valeurs de ce secteur. Vous voudriez avoir ce qu'il y a dans les linéaires, pas dans le caddie. Non, mais le caddie, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il faut trouver du levier. Le levier, on sait où il est. Il est chez Casino, donc il y a un moment. Ça c'est du risque. Il y a un moment, il faudra dire on y va pas. C'est de la finance alors. Non, le Casino, son risque, c'est la France. Le Brésil, c'est un varan qui se balade dans le cours. Le risque de Casino... Qui n'a pas été négligeable. Oui, non, mais maintenant c'est fait. En revanche, c'est la France. Cela dit, si Casino ne fait que aussi bien que Carrefour, ça sera déjà très très bien. Donc, ça sera déjà formidable. Donc, je pense qu'on est un peu... Et on a un peu trop... Ça, c'est mon sentiment de défensive. On les connaît, Orange, KPN. On est très... mais ça, c'est normal, parce qu'on sort d'une conjoncture dans laquelle il fallait avoir des défensives. Oui. Là, je pense que, vu la conjoncture de taux, il n'y a plus grand-chose à gagner sur des valeurs d'abonnement. Non, mais je poursuis votre raisonnement. En fait, on est défensif dans la consommation avec des distributeurs plutôt que des producteurs. Dans les télécoms... On a des sidors. Dans les télécoms, c'est un peu la même chose. On est avec des KPN et des Orange plutôt qu'avec des entreprises peut-être plus numériques. Alors, on en a plein. Alors, on est... autant, je pense qu'on est un peu sous-investi dans le consommateur, mais on n'est pas sous-investi dans l'investissement, où on a fait le choix de la numérisation, c'est-à-dire du Atos, du Alten. Ceux qui fabriquent finalement peut-être des... Alors, on n'est pas dans l'industrie, on n'est pas encore dans la manufacture. On n'a pas du Nintendo en France, mais il faudrait trouver le Nintendo français. On est assez peu dans la manufacture, même si on a du Zodiac. Quand on dit qu'on n'a pas de distribution, on a quand même du Essilor. Et quand on n'a pas de producteur, je veux dire, on a quand même du Essilor dans la consommation. Mais je pense qu'on est, par rapport, encore une fois, à la conjoncture de taux et à la conjoncture de la bourse, on est un peu... En manque de levier sur le consommateur. Voilà, Non, pour l'instant, je dis, comme on a dit la fois précédente, s'il y avait sur repli, on rentrerait bien du Danone. Voilà. C'est le titre à surveiller actuellement, notamment avec l'achat de... oui, mais Nestlé, j'ai le franc suisse. C'est du franc suisse, mais c'est limité. Donc, du coup, non. Le risque de change reste limité. Donc, je préfère prendre du Danone qui s'expose, qui a pris une exposition un peu plus importante aux États-Unis. Voilà. Donc peut-être, comme vous dites, elle va sortir de son long fleuve tranquille. Bon, voilà. Donc on fait rien cette semaine. On fait rien. C'est les vacances. Non, mais je dirais... porté par les marchés, c'est pas illogique. Non, mais je dirais que quand même, on a l'indice de volatilité des marchés est au taquet, au plus bas. Donc on est en dessous de 12. Donc c'est souvent un précurseur de retournement de marché. Donc voilà, le marché est suracheté actuellement, mais on peut rester... Moi, je trouve pas qu'il soit sur... On peut pas en acheter dans le portefeuille du VIX. Non, pas dans le portefeuille. Non, je suis pas sûr que le marché soit suracheté, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a une mauvaise saisonnalité.
Oui, et la semaine en prochaine- général, on touche les plus hauts dans la première semaine d'août. Et la semaine prochaine est chargée de résultats de sociétés françaises. Bon. C'est pas ce qui m'inquiète le plus, mais Non. je sais pas. Mois d'août, il se passe des choses. L'année dernière, le mois d'août a été très mauvais à cause d'une dévaluation de 3% de la monnaie chinoise. Un truc vraiment ridicule. C'était Oui. 7 à l'époque. Mais c'est- la donnée, Oui, c'est clairement. que les chiffres macroéconomiques qui vont commencer à sortir sont les premiers qui vont intégrer le Brexit. Je pense qu'il sera intéressant de voir quel a été l'impact psychologique. Puis bon, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent d'avoir des attentats. Alors je sais bien que la banalisation, Oui. les marchés financiers s'habituent. Le premier, on baisse beaucoup, le deuxième, on baisse un peu, et le troisième, on dit c'est comme tous les jours. C'était bon. Les marchés, oui, mais peut-être pas les populations. Mais hein. les On populations, comprend, non, mais ce qu'on il y a un disait, problème. même EasyJet, C'est ce les gens voyagent plus. C'est ce qu'on voit sur le tourisme. C'est ce qu'on voit sur le tourisme. Alors effectivement, les hôtels de la Trinité sont pleins. Bon. Ouais. Un gros sujet, on pourrait en reparler en détail et plus en longueur. On arrive au terme de cette émission. Merci pour Merci. votre Thomas. présence. Merci à vous tous de nous suivre. Et on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.